Et maintenant, le temps est venu pour nous d'assister à un débat, ce qui fait que j'appelle sur la tribune à présent, que je ne trompe pas, Laurent Alexandre, oui, et Bérénice Levé, si elle veut bien venir. Laurent Alexandre est chirurgien. Et cette fois-ci, on parlera dans le débat que j'annonçais tout à l'heure de transhumanisme. Et ce sera un échange de points de vue auquel nous allons assister, où chacun, évidemment, va partager ses arguments. Chacun dira ce qu'il croit important de retenir. Je rappelle que nous sommes dans une université, c'est-à-dire que nous allons nous former en vous écoutant, madame, et en écoutant notre autre interlocuteur. S'il pouvait arriver, ce sera bien, parce que ça ne me déplaît pas d'être là, mais tout de même, mon rôle est de vous donner la parole et non pas de tenir la parole. Alors, je disais donc, un débat, ça signifie des arguments, ça signifie des points de vue qui sont différents. Et pour les étudiants que vous êtes, et là je vais jouer les professeurs, j'ai pas de mal, je rappelle qu'il y a des règles. C'est-à-dire qu'on ne siffle pas si on n'est pas d'accord. Et c'est le professeur que je suis qui en rappelle la règle. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Je rappelle qu'il y a un numéro qui s'affiche de temps à autre pour que des questions soient posées, et je prendrai à nouveau ces questions tout à l'heure, et j'ai demandé qu'on veuille bien de me les transmettre toutes, de manière à ce que je puisse éventuellement regrouper des thématiques s'il y avait besoin. Et pour le coup, nous poserons ensuite les questions qui vous intéressent et que nous poserons à nos... Alors on me fait signe de continuer à parler, c'est ça? Ah ben c'est bien. Bon. Eh bien écoutez, chère madame, je vais d'abord moi vous donner le micro parce que je suis désolé, mais prenez-en un, on va vous l'allumer probablement et peut-être vous allez vous présenter plus amplement que je ne l'ai fait, s'il vous plaît. Est-ce que le micro marche? Parlez devant. Pas, non, j'ai pas l'impression. Si. Absolument. Si, donc bon, peut-être que certains d'entre vous me connaissent. Et donc je suis philosophe. En effet, j'ai publié, le livre qui vraiment m'a fait repérer dans les médias a été La théorie du genre ou le monde rêvé des anges. Et puis, depuis lors, j'ai publié Le crépuscule des idoles progressistes, qui est un livre auquel je tiens beaucoup et qui croit justement les thèmes d'André Berkoff, qui sont les fondements de l'humanité dans laquelle nous vivons. Monsieur Alexandre, soyez bienvenu. Voilà. Veuillez vous asseoir. Terminez, madame, je vous en prie. Non. Je Marie Ludovine, excusez-moi. On y va, Oui. Essayez de me convaincre. Alors, monsieur Laurent Alexandre, soyez le bienvenu. Il y a un micro devant vous. Si vous voulez bien vous en saisir, il faudra parler bien dans le micro, évidemment, pour qu'on vous entende. Et puis, je vais redonner la parole aux dames, si vous ne vous en choquez pas. Donc, à la dame, pour l'occasion. C'est à vous de continuer, peut-être, d'exposer votre opinion, précisément, sur le sujet qui vous est... Vous ne posez pas de questions. Mais moi, je me permettrai d'en poser éventuellement après. Non, mais je veux bien, justement, parce que, si vous voulez, alors, je tiens absolument à dire que la discussion va sans doute être relativement animée, puisque nous avons des points de vue tout à fait divergents. Mais cela étant, les questions que je serai amenée à vous poser sont de vraies questions, Laurent Alexandre. Hein. Donc, c'est pas des pièges, c'est pas... Alors, si vous voulez, il y a une chose qui me frappe, c'est souvent l'ambiguïté de vos positions, c'est que d'un côté, vous semblez plein de sollicitude, justement pour l'humanité, puisque votre dessein est d'empêcher que l'humanité se divise entre gods et useless, entre des dieux, donc maîtrisant l'économie de la connaissance, les big data, et puis des useless, des hommes... inutiles, des hommes superflus, dirait Hannah Arendt. Et donc, le dessein que vous nous proposez, ce serait que nous devenions tous, que nous puissions tous devenir des gods, donc de ces dieux maîtrisant l'économie de la connaissance et autres. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que manifestement, vous ne proposez que cette alternative. Je me pose la question de savoir si vous concevez un instant que nous n'ayons pas envie de choisir entre les deux.
que nous n'ayons pas envie justement de vivre dans une société, parce que vous le dites aussi, vous dites que si on ne permet pas justement, si on ne donne pas les moyens aux individus d'obtenir une augmentation cérébrale, d'avoir des QI plus élevés, je vous cite, que deviendraient les bébés européens du futur si on n'augmente pas les QI pendant que les Chinois fabriquaient des surdoués à la chaîne. Donc, est-ce que vous pouvez concevoir un instant que nous n'ayons pas envie de vivre dans une humanité qui effectivement fabriquerait des surdoués à la chaîne? Donc, que nous sommes riches aussi d'une autre proposition existentielle, humaine. Et donc, voilà, ça c'est déjà la première chose. Ah, c'est ça la question. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis très, très, très heureux d'avoir été invité aujourd'hui. Et comme je l'ai tweeté, je trouve sympathique que les organisateurs, et notamment Ludovine de la Rochère et la Manif pour tous, m'aient invité, alors que je suis pro-mariage gay, pro-PMA pour toutes et pro-GPA éthique. Et j'ai tweeté en disant que vous n'étiez pas sectaire, puisque vous acceptiez de faire venir des opposants idéologiques. Alors, c'est une question difficile. Par rapport aux mutations technologiques que nous connaissons, on a deux approches. On a une approche bisounours, on va tous s'aimer, il n'y a pas de conflit de pouvoir, il n'y a pas de conflit géopolitique, et on a le choix. Et on n'est pas obligé de se déterminer par rapport aux gagnants et par rapport aux perdants de la nouvelle économie. Alors moi, je suis un pragmatique. Et en réalité, je suis inquiet de la façon dont nous allons gérer la transition entre l'homme 1.0 et l'homme 2.0. Pour reprendre une expression célèbre d'un bouquin que vous avez tous lu, Homo Deus d'Harari, effectivement, nous rentrons dans le troisième capitalisme. Après le capitalisme marchand et le capitalisme industriel, nous rentrons dans le capitalisme de la connaissance, le capitalisme cognitif, qui regroupe le big data, l'intelligence artificielle, la robotique et les sciences du cerveau, et qui restructure complètement l'économie mondiale, qui entraîne une redistribution des pouvoirs. Vous voyez l'émergence très rapide de la Chine et de la Californie, une redistribution économique, une redistribution morale, une réorganisation complète des médias, avec la montée des réseaux sociaux et des géants de l'intelligence artificielle que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine. Et puis, enfin, une révolution philosophique. Parce que de passer de statut de petites choses fragiles, ballottées par la transcendance, à une vision où nous sommes Dieu, de passer d'un système, d'un Dieu exogène à nous, auquel nous obéissons, à un système dans lequel nous sommes Dieu, c'est une révolution bouleversante. Et pas uniquement pour les croyants, et vous êtes majoritairement ici des croyants, comme vous le savez. Donc, ce passage, j'ai dit majoritairement, oui, si on fait un sondage, vous êtes majoritairement croyants. Des mécréants comme moi, il n'y en a pas énormément dans la salle. Et donc, ce passage de l'homme 1.0 à l'homme 2.0, l'arrivée d'Homo Deus, c'est vachement dur. Et c'est pour ça aussi que je suis là. C'est parce que je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la façon dont nous gérons l'arrivée de l'homme-dieu. Et on n'y a pas beaucoup réfléchi. On est sur un toboggan technologique, on a un immense pouvoir, et on n'a pas réfléchi à la façon dont nous allons utiliser ce pouvoir. Et d'ailleurs, après, on est tout étonné de voir arriver la GPA, de voir arriver la PMA, parce qu'on n'a pas réfléchi en amont. Et comme on n'a pas réfléchi en amont à l'arrivée de ces technologies-là, le jour où elles s'imposent en quelques trimestres ou en quelques années, on est bouleversé. Mais c'est bien la faute de la société civile qui n'a pas anticipé le débat sur les technologies démiurgiques. Non, mais justement, c'est la question que vous ne posez jamais. C'est celle du sens. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons simplement de cette civilisation? Donc, vous vous inscrivez déjà dans le cadre où cette civilisation serait accomplie. Mais notre rôle, c'est précisément de dire que nous n'en voulons pas. Si vous voulez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que nous ont appris les totalitarismes, que précisément, le tout est possible ne vérifiait qu'une chose, c'est que tout pouvait être détruit.
Donc, de deux choses l'une. Soit on continuait sur la voie ouverte par la modernité, à savoir de la maîtrise, de la domination de tout ce qui est. Ou alors on se réconciliait avec le donné de l'existence. Et on a pris justement le parti, au lieu de tirer les leçons de ce que nous venions d'expérimenter, puisque ce projet moderne est compromis dans les totalitarismes, on a continué justement de glisser sur la pente de la modernité, de la domination de la nature et surtout de cet individu mesure de toute chose. Donc, où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est à ce moment-là, on prétend avoir tiré les leçons, nous n'avons pas tiré les leçons et nous n'avons pas posé la question de savoir quelle histoire nous voulions écrire. Et donc, effectivement, nous avons laissé la technique maîtriser nos vies, mais là, il est peut-être encore temps de poser cette question et de mettre justement un frein. Je vais vous répondre. C'est un débat que j'ai eu à de nombreuses reprises avec Ludovine. C'est vachement dur d'anticiper les mutations du futur. Vous savez que votre courant de pensée, ne voyez pas malice dans ce que je vais vous dire, c'est pas du tout péjoratif. Vit Waterloo sur Waterloo. Vous avez perdu sur le pacte, vous avez perdu sur le mariage gay, vous êtes en train de perdre sur la PMA. C'est factuel. Je ne dis pas que je m'en félicite. Si vous considérez que vous avez gagné sur le mariage pour tous et sur la PMA, vous vous trompez, vous avez perdu par rapport à vos souhaits. Attention. Oui, vous avez perdu. Vous avez perdu, donc Waterloo sur Waterloo. Et je faisais remarquer à Ludovine que le grand sujet du futur, c'est les neurotechnologies. Et que vous n'y réfléchissez pas, par exemple. Les technologies du cerveau. Vous savez qu'on commence à pouvoir lire dans nos pensées avec des capteurs externes. Les implants intracérébraux vont s'imposer dans les années qui viennent. Ils existent déjà dans la pathologie. Par exemple, il y a 150 000 Parkinsoniens sur Terre qui ont des implants, des processeurs électroniques dans le cerveau. Et dans le futur, ces implants vont se développer, notamment développés par une société créée par Elon Musk. Par ailleurs, j'en faisais ma tribune dans l'Express cette semaine, on vient de fabriquer les premiers cerveaux en éprouvette ayant une activité électrique comparable à des prématurés. C'est-à-dire des cerveaux en éprouvette. Pour l'instant, les chercheurs sont persuadés qu'ils n'ont pas d'âme, pas de conscience encore, mais ils pourraient en avoir dans le futur. Et vous voyez toutes les questions vertigineuses que pose cette fragmentation de l'intelligence entre l'intelligence humaine normale, l'intelligence humaine augmentée génétiquement ou électroniquement, les animaux augmentés. Les Chinois viennent de faire les premiers singes intellectuellement augmentés par manipulation génétique, bien sûr les animaux chimères, et puis les hybrides entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Eh bien, ce sujet, vous n'en parlez pas. Et quand les technologies vont être matures, eh bien, il va se passer comme sur la procréation, ce sera trop tard, parce qu'on n'aura pas anticipé. Moi, si j'avais un truc à dire, pour que vous arrêtiez le toboggan technologique, pour que vous arrêtiez le déterminisme technologique, pour reprendre un terme de Jacques Ellul dans ses écrits des années 40 et 50, il faut des débats en amont. Or, les débats, vous ne les avez pas en amont. Vous êtes purement en réaction par rapport aux évolutions. Et, excusez-moi de le dire, vous n'anticipez pas assez les révolutions technologiques, alors que, en tant que bioconservateur, et le mot n'est pas péjoratif, vous devriez anticiper les révolutions futures. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire, notamment sur le plan des neurotechnologies, vous n'anticipez pas assez bien le futur. Mais non. Madame Levet, voulait intervenir. Mais ce n'est pas tant une question au contraire, puisque nous essayons d'en discuter. La seule chose, c'est qu'au lieu de mobiliser tous nos efforts pour nous dire qu'il faut s'adapter à ce monde qui se prépare, et mobilisons notre énergie à lutter, à fixer des limites. Plutôt parce que, résultat, le discours que vous tenez fait la promotion de cela, sous couvert de nous prémunir. Mais vous ne laissez pas d'autres alternatives possibles se dessiner. Donc, je trouve votre propos extrêmement ambigu. Vous nous dites, vous ne vous posez pas la question. Si on se pose la question, c'est que précisément, tout n'est pas possible. La dialectique entre la toute-puissance de l'homme et les limites que l'on pose à notre toute-puissance ne fait que commencer, et elle va nous occuper pendant quelques millions d'années. Donc, comment régule-t-on, comment limite-t-on les pouvoirs d'Homo Deus ? C'est une question majeure. Et nous n'avons pas la technologie pour nous auto-limiter aujourd'hui. On n'y a pas réfléchi. Homo Deus est en rodage. Nous ne savons pas faire rouler Homo Deus parce que Homo Deus est très récent.
Les technologies dites NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, notamment la génétique, l'informatique, et puis la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et les sciences du cerveau, c'est vachement récent. Je vous rappelle que la GPA, on ne risquait pas d'en faire en 80, on n'avait pas la technologie. Parce que pour faire une PMA, pour faire une GPA, il faut faire une PMA. Donc la question ne se posait pas. Les technologies auxquelles on fait référence sont vachement récentes. Il est normal qu'on soit paumé. Il est normal qu'on soit sur un toboggan technologique et qu'on ait un peu le vertige. Il est normal que Homo Deus soit pris d'indigestion. Parce que digérer le tsunami technologique que nous vivons en ce moment et que nous allons vivre au XXIe siècle, c'est pas fastoche. Non, mais Et il serait totalement anormal qu'on digère tout ça en quelques mois, quelques années. Donc oui, on va être bouleversé. Oui, c'est vertigineux. Et nous n'avons pas aujourd'hui les outils pour réfléchir à la limitation de nos pouvoirs. Mais si on avait les outils, la PMA ne serait pas passée comme une lettre à la poste. Mais les outils ne peuvent pas... Attendez, on ne peut pas... Elle est passée comme une lettre à la poste. Peu importe. Le problème, c'est Madame que Lebré. vous ne sortez pas de l'univers de la technologie. À la technologie, nous ne pouvons opposer qu'une anthropologie, qu'une philosophie. On a l'impression qu'il n'y a que... Mais non, mais on n'a pas d'autres armes. Alors évidemment que ce soit dans le cas de la PMA, que ce soit dans le cas du mariage pour tous, qu'opposions-nous sinon justement des références philosophiques et une certaine idée de l'homme. Voilà. Quand je lis vos écrits, je pense à ces vers de Saint John Perse et de l'homme, quand donc sera-t-il question? Parce que votre homme, c'est juste une intelligence, et une intelligence purement mécanique, purement conceptuelle. Sauf qu'un être humain, il y a deux choses. Il est certes doué d'intelligence et de rationalité calculante, et puis c'est aussi un être qui pense. Et donc justement qui pose des questions, et des questions qui ne se résolvent pas comme des problèmes techniques. Or vous, tout est reconduit à des problèmes techniques qui appellent leur solution. La condition humaine, c'est pas le cas. Absolument pas. Je ne suis pas un monstre technicien froid. Ça fait des années que je réfléchis et que j'écris sur les conséquences politiques et sociales de la technologie. Alors, on ne va pas me faire passer pour un technicien pur. C'est totalement faux. Tous mes écrits sont sur le questionnement politique. Qu'allons-nous faire de nous? Qu'allons-nous faire de nos chromosomes? Qu'allons-nous faire de nos cerveaux? Oui, comment s'adapter? Votre question, c'est comment s'adapter à ce monde? Écoutez, moi, je dis résister. Si quelqu'un ici est capable de résister et d'interdire les microprocesseurs, nous serions capables si nous étions soutenus par des gens comme vous. Et les biotechnologies. Le problème, c'est qu'il y a une majorité sur Terre de gens favorables au déploiement de ces technologies-là. Parce que vous signez tous la reddition. Je propose, ceux qui ont la parole publique, effectivement, et qui... Non, ce n'est pas la réalité. Non, mais vous êtes dans un microcosme où vous ne voyez pas le reste du monde. On n'est pas dans un microcosme. J'aimerais faire une pause, si vous voulez bien, dans notre débat, si vous voulez me le permettre. Pardonnez-moi, madame. Il y a l'argent. Madame, je vais reprendre vos arguments, si vous le permettez. Oui. Je veux faire une pause dans notre débat parce qu'en effet, un débat contradictoire, c'est normal que cela provoque nos réactions à tous. D'abord, je crois que si ça provoque nos réactions et si ça nous touche dans notre intime, c'est parce qu'on parle de l'être humain et que nous sommes des êtres humains. Et que chacun imagine bien, à vous entendre, le précipice peut-être au bord duquel nous sommes. Et je crois que chacun en a conscience, si vous me permettez. À la fois vous-même, Monsieur Alexandre, quand vous dites qu'il faut absolument penser la façon dont on va tomber dans le précipice et de quelle manière on va organiser la rapidité avec laquelle les choses avancent. Et puis vous, Madame Levé, si j'ai bien noté, qui nous dites mais on n'a peut-être pas envie d'avancer dans le sens où on veut nous faire avancer. Il faut peut-être se réconcilier avec le donné de la condition humaine, le fait d'être mortel, le fait de naître, avec toute la temporalité de l'être humain. Donc moi, j'en appelle à une réconciliation avec cette chétive créature, en effet, qui est l'homme. Alors donc, j'entends bien, je reformule vos propos parce que c'est important d'avoir apporté cette précision. C'est une réconciliation ou une acceptation peut-être de nos limites et de ce que nous sommes, à laquelle vous... Plutôt que d'être en entendu. rébellion.
entendu, réconciliation avec ce que nous sommes. Pour vous, c'est peut-être une réconciliation avec ce que vous imaginez que nous pourrions être. Je reviens aussi à l'intervention de Madame, qui en effet m'interpelle également, parce qu'elle montre bien que nous sommes tous concernés par le débat présent. Il s'agit de notre avenir commun, et il s'agit de l'avenir des générations qui seront après nous. Donc nous avons cette confiance vertigineuse également que ceci nous touche, mais touche aussi tous ceux qui ne sont pas encore là. Et pour le coup, Madame, en effet, beaucoup de Françaises et de Françaises se sont estimés absolument pas entendus, alors que le sujet les touche eux, touche leurs enfants, touche leurs petits-enfants, etc. Et je crois qu'à partir du moment où nous sommes dans le cadre d'un débat d'idées, d'une réflexion, cette donnée, je vais dire populaire, pardonnez-moi, mais là c'est le maire que je suis qui s'exprime, professeur, c'est de dire, moi je me dois d'entendre la population auprès de laquelle je travaille et la population que je sers. Et j'avais dit à l'ancien président de la République, il y a quelques années, voyez-vous, Monsieur le Président, la question que se posent les Français et les Françaises, le plus en tout cas, dans les questions qui me sont posées, c'est où est-ce qu'on va? Moi, c'est la question qu'on m'a le plus souvent posée. Où est-ce qu'on va? Et j'aimerais peut-être vous donner à nouveau la parole, à l'un comme à l'autre. Où est-ce que vous souhaiteriez aller? Vous voulez commencer, monsieur? De savoir où on veut aller est très compliqué. Où est-ce que vous souhaiteriez aller? Parce que nous changeons d'avis en permanence et nos normes morales changent très rapidement. On a l'impression que nos normes morales sont figées. Excusez-moi, vous me laissez parler 2 minutes? Nos normes morales changent extrêmement vite. Une très large majorité de la communauté chrétienne en France était opposée à la contraception il y a quelques décennies. Une immense majorité des chrétiens sont aujourd'hui favorables à la contraception. Une immense majorité des chrétiens étaient contre les sexes avant le mariage il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous changeons beaucoup d'avis et nous sommes partagés à l'intérieur de nos partis, à l'intérieur de nos familles, sur toutes ces questions morales. Je vais prendre un exemple politique qui est sans doute le plus caricatural. Le Rassemblement national est considéré comme étant traditionnellement à droite et plutôt conservateur. Les derniers sondages ont montré que 50% des membres du Rassemblement national sont favorables à la PMA pour toutes. Vous voyez qu'à l'intérieur d'un parti, on a une fragmentation, on a une opposition qui ne correspond pas en matière de mœurs et en matière de biotechnologie avec la segmentation politique droite-gauche. En réalité, la segmentation politique droite-gauche, elle est cassée, elle est morcelée, elle est bousillée par l'apparition de l'opposition entre les bioprogressistes et les bioconservateurs. Et bioconservateur n'est pas un mot péjoratif. Je considère qu'il faut des bioconservateurs parce qu'il faut des contre-pouvoirs. Et si je ne le pensais pas, je ne serais pas cet après-midi à 300 km de Bruxelles en train de discuter avec des gens qui sont mes opposants politiques. Donc je pense qu'il faut des opposants, je pense qu'il faut des bioconservateurs et qu'un monde dans lequel il n'y aurait que des transhumanistes serait un monde dangereux. Donc il est difficile de savoir ce que l'on veut, sachant que ce que nous voulons change énormément dans le temps. Oui, alors, on n'est pas là pour faire de la figuration, hein. On n'est pas juste des opposants pour s'opposer. Si on s'oppose, c'est qu'on espère aussi que notre parole finisse par porter. Par ailleurs, si la morale vous semble changeante, c'est simplement parce que, justement, nous avons affaire à des êtres qui sont d'une vulnérabilité extrême quant au fondement anthropologique de leur position. Moi, si vous voulez, ça ne me rassure absolument pas que il y avait une grande majorité au moment du mariage pour tous qui était opposée et qui désormais, effectivement, s'est convertie. Le problème, c'est que, effectivement, vu la fragilité des fondements du mouvement d'opposition, qui est plus de l'ordre de l'intuition, et donc, nous, quand on intervient en tant qu'intellectuel dans le débat, c'est précisément pour essayer de dire aux gens qui, simplement intuitivement, sentent bien que la PMA sans père, il y a quelque chose qui trouble l'ordre du monde,
Eh bien, justement, nous sommes là pour leur donner des éléments, pour que ce soit plus solide. Mais force est de constater qu'il y a une vulnérabilité des individus, et c'est pas que la morale serait changeante, c'est que simplement, l'esprit du temps emporte absolument tout, ou arrive à triompher, d'autant que, effectivement, les médias sont quand même saturés par cette bonne parole, et donc il est quand même extrêmement difficile, même si nous sommes invités sur les plateaux, la légitimité revient toujours à ceux qui vont dans le sens du mouvement. Donc on est invité, ça il y a une grande différence par rapport à il y a quelques années. Mais la seule chose c'est que on sert justement à donner un semblant de pluralisme. Donc je crois, et donc la morale n'a strictement, enfin, d'ailleurs moi j'utiliserai pas le mot de morale, je vous dis c'est plus une philosophie, une anthropologie, une certaine idée de l'homme qui me porte et permet que je sois inébranlable. Et j'étais contre le mariage pour tous au moment où il a été voté, je le suis toujours, parce que justement le mariage n'est pas là pour consacrer l'amour entre deux êtres, mais s'il est une institution, c'est qu'il fondait, et il avait un sens particulier, il fondait la filiation, la génération, et il assurait un avenir à une nation. Mais alors l'un à l'autre, je vous repose ma question, parce que je suis parti de là tout à l'heure, juste après le petit intermède que j'ai, les commentaires que j'ai faits. Quelle est votre vision pour l'homme de demain? Nous avons été interrogés en France, quel monde voulons-nous pour demain? Moi, ma question, c'est quel homme voulons-nous pour demain? Peut-être, Monsieur Alexandre, vous voulez commencer, nous dire quel homme vous voudriez, vous, pour demain, et ensuite, je donnerai la parole de nouveau à Madame Levet. Elle nous dira quel homme elle voudrait pour demain. Alors, ce matin, on a parlé de l'ordre naturel, de ce qui était naturel et contre nature. La difficulté qu'on a par rapport à l'ordre naturel, pour savoir si nous devons quitter l'ordre naturel des choses ou le garder, c'est que l'homme est une machine à casser la nature et l'ordre naturel. Excusez-moi, mais un homme sur deux dans cette salle, moi compris, va faire un cancer, et une femme sur trois. Le cancer est naturel, mais la chimiothérapie et la radiothérapie sont contre nature. La sclérose en plaques est totalement naturelle. C'est le traitement contre la sclérose en plaques qui est contre naturel. La cataracte, elle est super naturelle, il y en a chez les animaux, chez les hommes. C'est l'opération de la cataracte qui est contre nature. Et on pourrait multiplier les exemples. L'infection est naturelle chez l'homme. De mourir de septicémie pendant la grossesse, à la fin de l'accouchement, c'est naturel. C'est les antibiotiques qui sont contre nature. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc c'est difficile de se déterminer par rapport à un homme idéal naturel, alors même que nous ne cessons de nous battre contre la nature. Il y a un toit ici qui n'est pas naturel parce qu'on n'aime ni le soleil, ni la flotte, ni le froid. Nous sommes un animal contre-naturel. Et donc, la difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une révolution technologique qui nous pousse à rompre encore un peu plus par rapport à l'homme 1.0. Et moi, je ne parle pas de ce que je souhaite, je parle de ce que je pense qui va se passer scientifiquement et politiquement. C'est une vision technopolitique, ce n'est pas la vision de mes souhaits. Et d'abord, on se fout de ce que je pense. J'ai la conviction qu'on va avoir du mal à ne pas créer un homme 2.0. J'ai la conviction qu'on va avoir du mal à arrêter la technologie. D'abord parce que les gens veulent moins mourir, moins souffrir et moins vieillir. Et donc ils vont être accessibles à un discours bioprogressiste et transhumaniste pour échapper à notre destin de petites choses fragiles. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la fragilité, de la force de l'homme dans sa faiblesse, qui est un thème très judéo-chrétien. Ce qui fait notre dignité, c'est d'abord notre fragilité. Alors, les bioprogressistes pensent le contraire, et vous savez bien que les Chinois, le peuple le plus transhumaniste du monde, 50% des jeunes Chinois souhaitent augmenter les technologies génétiques pour augmenter le quotient intellectuel de leurs bébés. Vous voyez à quel point ils ne sont pas judéo-chrétiens et à quel point ils sont transhumanistes. Nous sommes aujourd'hui face à une difficulté à maintenir une vision de la dignité directement liée à notre faiblesse, parce qu'il y a une compétition internationale, parce que le monde change et parce qu'effectivement nous passons d'une acceptation de la nature et de notre fragilité face à la nature au désir d'une partie importante de la population de casser certaines limites et d'élargir notre destin.
comme nous l'avons toujours fait. Vous savez, la vie n'était pas du tout rigolote il y a 10 000 ans. Elle est beaucoup mieux aussi. Et c'est parce qu'on s'est battu contre l'état de nature et qu'on est devenu des individus contre-naturels. Alors, moi, je ne préconise absolument pas d'abandonner l'homme à la nature et de le réduire à la nature. D'ailleurs, les exemples que vous avez donnés sont très intéressants puisque effectivement, vous ne nous avez parlé que de maladies, donc d'un corps qui, effectivement, là, peut être envisagé comme une machine puisque c'est ce qui permet quand même l'intervention sur ce corps. Sauf que donc, l'homme n'est pas réductible à cela. Et où je vous retrouve tout à fait, c'est que effectivement l'homme se dresse aussi contre la nature. Il est un fondateur de civilisation. Il construit un monde civilisé. Et donc il cherche à aménager ce séjour terrestre de la façon la plus douce, la plus harmonieuse, parce que effectivement nous nous heurtons à l'adversité de la nature, mais même de l'individu laissé à lui-même. L'homme que vous n'éduquez pas est un malotru ou quelqu'un en tout cas qui vous agresse, donc vous lui transmettez les formes. Vous savez, ce qui pour moi fait la noblesse de l'être humain, c'est précisément de pouvoir se mettre en forme, c'est-à-dire apprendre les mots qui vont, alors c'était le thème de mon livre sur le féminisme, mais mettre en forme le désir par les mots, par les gestes, par les manières. Donc, vous voyez, je ne suis absolument pas à signer la réduction avec la nature ou à réduire l'homme à la nature. Au contraire, tout ce qui polie l'individu et donc qui le civilise suppose de dompter ce donné naturel. Donc là, vous ne pouvez vraiment pas me faire ce grief. Donc effectivement, l'homme que je veux pour demain, c'est que simplement, en même temps, je reste quelque peu confiante contre ce monde que vous nous annoncez, parce que, en dépit de tout, je veux croire quand même que l'homme demeure ce qu'il est, qu'il y a des aspirations qui réussiront à triompher quand même de cette déshumanisation qu'on nous annonce. Parce que autant je vous retrouve dans certaines de vos chroniques et certaines de vos dernières prises de position contre Greta Thunberg, les ayatollahs de l'écologie, je suis comme vous, je suis hantée par le monde qu'il nous prépare, mais la seule chose, c'est que je n'ai pas plus envie de vivre dans votre monde. C'est tout. C'est pas le mien. Voilà. Non, mais c'est celui dont vous faites la promotion. J'ai rien fait. Mais non, je mais suis vous totalement innocent. Non, vous n'êtes pas innocent parce que vous l'accompagnez. Je suis un mouton blanc. Non, vous l'accompagnez et vous ne nous laissez qu'une voie, celle de l'adaptation. Alors, Madame Levet... Le principe de réalité. Justement, là, je crois qu'il y a deux principes, en effet, qui s'opposent, si j'ai bien entendu, et vous m'arrêtez l'un et l'autre si je devais trahir votre pensée. Madame Levet, ce que vous nous rappelez, c'est que nous devons tenir compte de ce que nous sommes, sans accepter tout ce que nous sommes, si nous pouvons faire des progrès moraux, notamment. C'est ce que j'entends. Mais même profiter, en revanche, sur le plan médical, des avancées. Mais il faut les cantonner. Justement, quand la PMA change totalement de nature et là transforme les finalités. Donc, je ne peux plus suivre. Après, tout ce que vous avez cité, la cataracte, etc., mais profitons de cela. Mais justement, l'éthique suppose de fixer des limites. Donc, on veut bien la technique, mais jusqu'où ? Et où on l'arrête on me fait un peu un procès d'intention dans cette maison. Moi, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que la dialectique sur la gestion de nos limites allait être un problème extrêmement difficile. Mais je n'ai pas la réponse. Moi, je ne sais pas plus que vous comment on régule, comment on auto-limite Homo Deus. Je ne le sais pas. Mais je ne le sais pas. En affirmant une philosophie qui soit autre mais que celle de la ça c'est fastoche. Allez lutter contre la Chine et la Silicon Valley. Mais on est l'Europe, on est un continent et on a une idée de l'homme à défendre. Mais l'Europe n'est pas unie là. L'Europe n'est pas unie là. Mais non, mais il faut que... Mes deux débatteurs, s'il vous plaît. Écoutez, il y a une phrase précisément qui m'inspire toujours, qui vient de la Révolution, qui est de Rabot Saint-Étienne. Nation française, vous n'êtes pas pour recevoir l'exemple, mais pour le donner. Étendons cela justement à l'échelon de l'Europe. Eh bien, les Chinois, ils peuvent fabriquer en série des surdoués. Nous n'en voulons pas parce que nous avons une autre idée de l'homme. Alors, Madame Level, j'ai bien compris ce que vous vouliez. Mais notre force, elle ne peut être que là. Et comme ça, nos enfants seront les larbins des élites chinoises. Monsieur Alexandre, j'ai aussi... Au contraire. Alors là, autre citation
citation, il y a des retards qui donnent de l'avance, et citation de Jean-Paul Sartre, et peut-être que ce retard, un jour, il nous donnera de l'avance. Excusez-moi, je suis légèrement plus à droite que Jean-Paul Sartre. Monsieur Alexandre, donc vous nous expliquez que vous n'avez pas une vision claire de l'homme, ce que devrait être l'homme demain, mais vous êtes un observateur, nous avez-vous dit, de ce qui se fait, éventuellement ailleurs qu'en France, vous nous l'avez rappelé, et que pour vous, finalement, il s'agirait plus d'accompagner un mouvement que vous jugez inéluctable, une transformation de l'homme que vous jugez inéluctable, et pour le coup, nous serions réduits les uns et les autres à une forme d'impuissance, si j'entends bien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'abord, moi je suis un vieux, j'ai 60 ans, donc je ne suis pas représentatif de la jeune génération. Je fais partie des gens qui sont nés avant la révolution technologique. Donc je suis comme vous, je ne suis pas un gamin, je ne suis pas un ado, donc effectivement je suis bouleversé par ces évolutions. Je suis né avant le premier microprocesseur, 5 ans avant. Je suis né avant la loi de Moore. Enfin, je suis né même 11 ans avant le premier microprocesseur et 5 ans avant la loi de Moore. Je suis né avant le séquençage ADN, avant les modifications ADN. Évidemment que je suis, comme vous, bouleversé par ces évolutions technologiques. Donc, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur parce que je ne vois pas bien comment la société va sociologiquement, socialement et politiquement répondre à ces angoisses et à ce vertige technologique. Et je le dis sincèrement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment on régule Homo Deus, et il serait très présomptueux d'avoir la recette aujourd'hui, parce que ça va être très difficile. Alors, ça va être extrêmement compliqué. Je voudrais juste dire un truc. Alors je vous en prie. Puis après, j'ai des questions de la salle à vous poser. Ce qui est extrêmement troublant et que moi, personnellement, je n'avais pas prévu. J'avais prévu depuis plusieurs années une opposition entre les bioprogressistes, les transhumanistes et puis les bioconservateurs. Des bioprogressistes plutôt athées en général, même s'il y a des exceptions, et puis des bioconservateurs plutôt croyants. Mais en réalité, le pôle bioconservateur, le pôle anti-progrès, entre guillemets, ou en tout cas cherchant à limiter le progrès, notamment en biotechnologie, il est en train d'éclater entre deux pôles. Un pôle dont on parle toute la journée, et puis un pôle dont on ne parle pas beaucoup, c'est vous. C'est qu'en réalité, le pôle bioconservateur est en train d'exploser entre les collapsologues, Greta Thunberg, les anti-progrès venant de l'écologie, et puis vous qui êtes des bioconservateurs au sens des biotechnologies. Et dans l'Uber qui m'amenait depuis la gare du Nord jusqu'ici, à la radio, on ne parlait que d'eux. On ne parlait pas de la PMA, on ne parlait pas des problèmes de biotechnologie, on ne parlait que du discours de Greta Thunberg, des collapsologues et des gens qui prédisent la fin du monde. Et en réalité, parmi les bioconservateurs, l'énorme majorité aujourd'hui est constituée des collapsologues verts qui ont capturé la parole médiatique à vos dépens. Ce que je regrette parce que le débat biotechnologique est très important et que la parole des bioconservateurs est très importante, même s'il me conspue aujourd'hui toutes les 3 minutes. 2 minutes. Et donc, effectivement, tactiquement, vous avez un problème, et je le regrette ce problème parce que ceux qui me lisent savent que j'ai déjà fait 17 papiers contre Greta Thunberg et les collapsologues apocalyptiques, c'est qu'effectivement ce courant de pensée qui annonce la fin du monde pour demain évite de penser à l'homme de 2100, à l'homme de 2200, à l'homme de 2300, qui est votre sujet, c'est-à-dire que va-t-on faire de l'homme 2.0, et vous êtes cannibalisé par le discours apocalyptique qui empêche de penser au futur biotechnologique de l'homme. Eh bien, merci pour cette analyse. Oui, on peut applaudir nos deux intervenants. J'ai quelques questions et remarques à vous partager et on va essayer de tenir notre temps, c'est-à-dire 18 minutes pour cela. Première observation, quelqu'un écrit, mais finalement, l'Homo Deus, est-ce que ce n'est pas du néo-obscurantisme? Pire que Prométhée, finalement. Et cette question est mise en lien avec toute la recherche et le développement de l'intelligence artificielle. Alors, l'un et l'autre, un instant, est-ce que c'est du néo-obscurantisme? C'est Prométhée, mais avec les technologies qui permettent de faire du Prométhée, parce que dans la philosophie grecque, on n'avait pas la technologie, donc on était dans le fantasme. Prométhée, c'était de la science-fiction, c'était de la philosophie-fiction. Le problème nouveau, on a toujours parlé d'un homme avec des pouvoirs importants dans l'histoire.
même du temps de Pic de la Mirandole, c'est qu'on n'avait pas la technologie. Pour la première fois, nous avons la technologie permettant de changer l'homme, mais nous n'avons pas le mode d'emploi. Et donc oui, nous ne rentrons pas dans un néo-obscurantisme, mais nous rentrons dans une phase nouvelle où nous avons à la fois le fantasme de casser les limites et la technologie pour le faire, qu'on s'en félicite ou qu'on s'en désole. En effet, nous avons les moyens de réaliser ces choses-là, mais j'en reviens toujours à la même chose, c'est que nous avons aussi la possibilité quand même de marquer une limite, de dire non. Pour l'instant, ça n'a pas marché super. Hein. Vous avez perdu sur les 2 derniers combats. Donc ça prouve que c'est difficile et qu'on peut d'un point de vue théorique, mais que dans le monde réel, ça ne marche pas. Alors, j'ai une question qui est quand même en lien et dans la continuité de ce que vous venez de partager l'un et l'autre. Pensez-vous que les hommes, que le peuple français veut de cet homme 2.0 ? Votre opinion ? C'est une question difficile. D'abord, ce sont des sujets qui, aujourd'hui, n'intéressent qu'une toute petite élite lettrée, cultivée, comme vous l'êtes dans cette salle. Il y a très peu de gens qui pensent à l'avenir dans une société. Très, très peu. Des gens qui lisent, il y en a très, très peu. Hein, vous savez, 30% des jeunes Français, hélas, ne sont pas capables de lire et de résumer un texte simple de 5 lignes. Ce n'est pas pour disserter sur l'avenir des neurotechnologies en 2874. Donc le débat, en réalité, il ne concerne que quelques petits groupes très éclairés, mais qui ont une responsabilité qui est d'autant plus grande. Donc l'opinion, dans l'ensemble, ne sait pas très bien ce qu'elle veut. Elle est capable d'exprimer son avis sur les problèmes sociétaux, pour ou contre le mariage gay, pour ou contre telle technologie, mais elle n'en comprend pas forcément tous les soubassements et les implications à long terme. Parce que le fait nouveau dans la phase technologique où nous sommes, c'est que ce ne sont pas des inventions isolées. C'est qu'il y a une cohérence dans les nanobiotechnologies, l'informatique, l'intelligence artificielle et les sciences du cerveau. C'est que ce sont des sciences démiurgiques. C'est la première fois où la technologie ne nous permet pas seulement d'agir sur la matière extérieure, mais elle nous permet aussi de nous changer, nous. Et c'est quelque chose d'inédit, de bouleversant, de traumatisant, d'exceptionnel, de captivant et de fantastique pour les gens qui sont bioprogressistes, et puis de très angoissant pour les gens qui sont plutôt bioconservateurs. Mais vous voyez que cette nouveauté-là, elle est à peine rentrée dans le débat dans la société civile. Les politiques, en réalité, ne parlent pas beaucoup de technologie et ne comprennent pas bien la technologie. Donc, nous sommes au tout début du débat sur ce que l'on va faire de l'homme. Et ce débat concerne très, très peu de gens. Et vous êtes l'exception. Vous êtes une élite éclairée et cultivée. Et c'est l'exception, ça n'est pas la généralité. Non, Madame Levey, je pense que ça justifie. Alors, j'espérais qu'on aborde la question de l'école, mais je vais essayer justement d'ouvrir un peu cette question. C'est que, si vous laissez bien là, vous avez raison, la jeunesse n'est plus à même véritablement de lire, de chercher à comprendre ce qui se joue. Donc je crois qu'il est aussi capital de rendre l'école à sa mission première, qui est de former des êtres, d'abord qui possèdent les mots, qui possèdent la langue, qui possèdent... alors, de l'introduire justement à une certaine philosophie, à une certaine conscience de ce qu'est l'homme, au travers de la littérature. Et d'ailleurs, moi je ne peux qu'approuver, vous dites, il faut faire ses humanités, il faut lire beaucoup, beaucoup de livres pour former l'esprit critique. Mais si, en définitive, il n'y a pas d'esprit critique à exercer parce que les choses doivent advenir, je ne vois pas la finalité. Mais en revanche, je pense véritablement que c'est cela la tâche de l'école, que de former des êtres capables d'interroger, de mettre en question ce qui va devenir possible. C'est parce qu'il faut absolument creuser cet écart entre ce qui est possible techniquement et ce qui est possible en conscience, ce que nous voulons en conscience. C'est-à-dire qu'il faut toujours miser sur la possibilité de faire un pas de côté et de savoir au nom de quoi nous faisons ce pas de côté. Vous savez, j'ai une expérience très intéressante qui montre l'esprit dans lequel baignent nos contemporains. J'ai longtemps enseigné en terminale. Et comme vous le savez sans doute tous, les sujets de philosophie sont très souvent formulés sous la forme de peut-on.
Et donc, on apprend aux élèves à distinguer le niveau du possible matériel et du possible moral. Et les élèves n'arrivent plus à comprendre qu'il y a un écart entre les deux. Ce qui est possible techniquement, pourquoi ça ne le deviendrait pas Et là, il faut que vous leur expliquiez que justement, c'est au nom d'une certaine idée que vous pouvez dire oui ou non à ce que la technique rend possible. Mais c'est tout à fait troublant. C'est troublant. Justement, j'ai une question sur la liberté. Comment pourriez-vous concilier liberté avec le diktat d'une machine qui prendra le dessus sur notre liberté? Ça, c'est de la philo, ça. Allez, on recommence le sujet. Oui. Comment pourriez-vous concilier liberté avec le diktat d'une machine? C'est le grand débat, intelligence artificielle versus intelligence humaine. En réalité, ça va être plus compliqué que ça. Je vous disais tout à l'heure que l'intelligence va se morceler. On va avoir plein de formes d'intelligence différentes. On va avoir dans le futur un zoo d'intelligence, avec effectivement des animaux augmentés, comme les Chinois ont commencé à le faire avec les singes, avec des hommes qui auront des modifications génétiques et des prothèses intracérébrales dans quelques décennies, quelques siècles, quelques millénaires, etc. Nous aurons donc une multiplicité d'intelligence. Et il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle va mimer l'intelligence humaine. D'ailleurs, on est toujours surpris quand on voit comment fonctionne l'intelligence artificielle sous la forme actuelle de machine learning ou de deep learning. Elle ne fonctionne pas du tout comme l'homme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très difficile d'expliciter une décision, un choix proposé par l'intelligence artificielle. Donc en réalité, on ne va pas être machine versus homme. On va avoir plein de formes d'intelligence animale, humaine, artificielle et mixte, parce qu'on va mixer ces différentes formes d'intelligence dans le futur. Et donc, on va avoir un management du zoo des intelligences et pas une opposition frontale entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Madame Levet, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste une remarque que m'inspire votre réponse, c'est que ce qui me frappe aussi dans cet avenir qu'on nous annonce, c'est que plutôt que de chercher justement à cultiver les facultés que possède l'homme. Alors je pense surtout à la mémoire, parce qu'on a absolument renoncé à former la mémoire des élèves. Il faut qu'ils apprennent de moins en moins par cœur. Et en revanche, alors on cherche tous les moyens de permettre que, par tout un tas de prothèses, que nous possédions des mémoires augmentées. Donc moi, je reviens toujours à la même chose, mais déjà travaillons à former et à cultiver les facultés dont l'homme est déjà porteur, plutôt que de les atrophier et de chercher, après avoir bien atrophié la mémoire humaine, on va en revanche lui accoler je ne sais quelle puce pour qu'il soit capable d'une mémoire monumentale. Mais non, parce que c'est justement... Alors c'est pareil, la question de la lecture, vous dites finalement l'apprentissage de la lecture est déterminé essentiellement par les chromosomes, mais je m'en fiche. Il n'empêche que pendant des siècles, on a appris à lire, et beaucoup mieux lire que les enfants depuis les années 70. Il y avait une minorité de gens qui savaient lire, une toute petite minorité. Mais on étend ce Il faut pas, n'idéalisons pas le passé. Il y a 500 ans, il y a très peu de gens qui savaient lire en France. Je n'idéalise pas le passé, très mais peu. la seule chose, c'est donc que... effectivement, ceux qui savaient lire lisaient très bien, mais ils étaient minoritaires. Eh bien, inspirons-nous, parce que justement, il y a quand même eu une école de la... Oui, mais il y a aussi une école de la Troisième République qui savait encore former des lecteurs. Regardez, je prends un exemple tout à fait récent. Quand Emmanuel Macron a lu la lettre du résistant, enfin qu'il avait beaucoup caviardé, mais enfin il en restait, la lettre d'Henri Ferlet. 16 ans, vous avez vu la maturité de la pensée, la qualité de la langue et les références, puisque c'était... Si on a gardé cette lettre-là, c'est qu'elle avait été bien écrite. Il y a un biais de sélection. Et alors, eh bien justement, la démocratisation... Si la lettre avait été illisible, on ne l'aurait pas gardée et on ne l'aurait pas prise en exemple. Peu importe, il ne faut pas idéaliser la façon... Les enfants à la campagne en 1930, vous savez, ils n'écrivaient pas terriblement bien. Alors, je pose encore deux dernières questions, parce que celles qui viennent de m'arriver, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir les traiter. Mais on nous a posé la question suivante. Nous n'avons pas la technologie pour réguler Homo Deus. Monsieur Alexandre, avez-vous dit, pensez-vous l'un et l'autre sincèrement qu'une technologie puisse réguler l'être humain? Vous voulez ajouter? On est au cœur du sujet. Contrairement à beaucoup d'entre vous dans cette salle, moi je pense que ça va être compliqué et qu'il n'y a pas de recette simple.
beaucoup d'entre vous qui sont de culture chrétienne pensent que les textes bibliques sont qu'une grille de lecture pour savoir ce qu'il faut faire de l'homme dans le futur. Je ne dis pas tous, mais une partie importante parmi vous. Moi, étant un horrible mécréant et n'ayant pas de grille de lecture transcendantale du futur, je suis en plein doute. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on va mettre des décennies, peut-être des siècles, à réguler Homo Deus. De passer d'un Dieu extérieur qui nous fixe les limites à un Dieu endogène que nous devons auto-limiter, comment voulez-vous que ce soit fastoche? Permettez-moi de redire ce que j'ai dit au début. C'est forcément très compliqué et il serait naïf de penser qu'on va réguler Homo Deus et qu'on va réussir à trouver nos propres limites d'un claquement de doigts. Nous allons mettre énormément de temps et ça va être d'autant plus difficile qu'on ne raisonne pas à technologie constante. La technologie va exploser. Il y a toujours plus de progrès technologiques et donc de capacités. Le Financial Times de ce matin fait un papier sur les derniers travaux de Google. Google, avec un ordinateur quantique, a fait en 3 minutes et 20 secondes, il y a quelques jours, en 3 minutes et 20 secondes, des calculs qui auraient nécessité 10 000 ans à l'ordinateur le plus puissant sur Terre, qui est le Summit, qui fait 142 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc, vous prenez l'ordinateur le plus puissant sur Terre, et Google, avec un ordinateur quantique, fait ce qu'il aurait fait en 10 000 ans en 3 minutes et 20 secondes. Vous voyez que derrière les progrès de l'informatique quantique, pas demain matin, mais dans les 20, 30, 50 prochaines années, il va y avoir plein de transgressions. Et que donc, nous allons devoir gérer les technologies d'aujourd'hui plus les technologies de demain. Il faut inventer une nouvelle forme de civilisation, il faut inventer une nouvelle vision technopolitique pour réguler tout ça. Nous n'interdirons pas la technologie, nous n'allons pas bombarder les centres génétiques de Californie et de Chine, nous n'allons pas empêcher les Chinois de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle qu'ils essaient d'être à égalité avec la Californie. Donc effectivement, il va être difficile de bloquer la technologie, même si on peut le souhaiter. Et je ne me moque pas des gens qui souhaitent qu'on bloque la technologie, mais pour des raisons géopolitiques, on va être obligé de suivre. Excusez-moi d'être violent, mais si nous arrêtons la technologie, nous allons être une colonie technologique de la zone Asie-Pacifique. Et donc, de ce point de vue, pour des raisons politiques et géopolitiques, nous n'avons pas tant le choix. Et ça va être laborieux parce que réguler Homo Deus ne peut être que compliqué. Donc, Madame Level, c'est vous le mot de la fin. Début, c'est que vous ne faites qu'accompagner ce mouvement au lieu de donner des armes pour y résister. Je voudrais juste ajouter une chose. C'est qu'il ne faut pas non plus me faire passer pour quelqu'un d'extrêmement simpliste qui a la réponse à tout. En effet, je sais bien que nous sommes face à des questions redoutables. La seule chose, c'est qu'il ne nous faut pas douter de nos fondements anthropologiques et ne pas signer la reddition par rapport à cela. Et l'autre point, vous renvoyez sans cesse à ce substrat catholique. Un des premiers textes magnifiques quand les premières tentatives de donner la vie dans des éprouvettes devient possible, c'est Hannah Arendt qui était un esprit entièrement agnostique. Je vous invite tous à relire la préface à The Human Condition, traduit en français par La condition de l'homme moderne, et elle voit Spoutnik en 57 envoyé dans les airs, elle voit donc les premières tentatives, elle dit même: les scientifiques nous promettent que demain nous serons immortels. Il n'y a pas de raison d'en douter. La seule chose, c'est voulons-nous vivre dans ce monde ou ne voulons-nous pas? Et que si la politique, puisque vous avez bien dit que c'était une question politique, si la politique a encore un sens, c'est précisément de dire, mais évidemment la politique, on la pense sur le modèle de l'économie où il ne s'agit plus que d'accompagner le mouvement. La politique, elle est destinée à poser la question du sens et du monde dans lequel nous voulons vivre. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai juste fait remarquer que bloquer la technologie n'est pas facile. Et vous l'avez expérimenté en échouant sur le mariage gay et sur la PMA pour toutes. Soutenez-nous dans cette anthropologie et dans cette idée. Pardonnez-moi, mes chers orateurs. Merci déjà à vous pour ce temps que vous avez pris pour venir nous parler, venir réfléchir avec nous, réfléchir à haute voix. Essayer de juxtaposer parfois des opinions qui évidemment ne se rejoignent pas parce qu'elles sont divergentes à un moment donné de la démonstration et nous l'avons bien vu. Mais merci d'être venu jusqu'à nous pour cela. Je vous souhaite à l'un comme à l'autre une bonne fin de journée.